Bonjour à vous et bienvenue dans l'émission La Relève. La Relève qui est un concept qui prépare la jeunesse à prendre les rênes dans l'avenir, à prendre les rênes demain. Aujourd'hui, notre sujet est l'impact de la bonne gouvernance en RDC et nous accordons la parole à l'honorable Jean-Jacques Mamba. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager des moments d'échange avec vous. Le principe, il est connu. On est déjà notre 5e numéro. Donc, la parole est libre. Le sujet est connu et défini par vous-même. Et en termes d'expérience et peut-être en termes de positionnement, je donnerai des avis en tant que député national, membre de l'ECOFIN. Et chacun de vous apportera ses contradictions, ses observations et ses questions. Donc, la parole est libre et celui qui se sent enclin à débuter l'émission peut prendre le micro et poser sa question ou faire son commentaire. Bonjour l'honorable. Bonjour. Je m'appelle David Kiboué et je suis licencié en relations internationales à l'Université pédagogique nationale. D'où, les sujets étant complexes, j'aimerais commencer par 2 petites questions à vous poser en tant que honorable et député de notre pays. Ma première question est: comment le Parlement peut-il renforcer la transparence et la reddition de comptes dans les processus de prise de décision et dans les actions de mise en œuvre? Et ma deuxième question: comment le Parlement congolais travaille-t-il avec des organisations de la société civile, les partenaires de développement, les bailleurs de fonds, les représentants de la communauté internationale et d'autres acteurs clés pour renforcer la bonne gouvernance en RDC? Merci. D'accord. Bon, le sujet, je crois que c'était un sujet sur l'entrepreneuriat. Ici, vous parlez d'un sujet relatif, une question relative à la reddition des comptes, et le suivi de la reddition de comptes. Et je crois que si vous avez suivi dernièrement le ministre en charge du numérique, on a parlé de la digitalisation. Parce que ce qui se passe en réalité, déjà, il faut comprendre ce que c'est la reddition des comptes et faire la différence ou le distinguo entre la reddition des comptes et le budget. Le budget est une loi de prétention, ce à quoi on aspire, ce qu'on prévoit faire, ce qu'on prévoit collecter, ce qu'on prévoit dépenser. Donc, c'est un tableau synoptique dans lequel vous avez d'une part la prétention du gouvernement à collecter des recettes et d'autre part l'organisation qu'elle met pour les dépenser. Ça, c'est le budget. Et donc, très peu de pays au monde réalisent leur budget à 100%, parce que ce n'est qu'une prétention. Pourquoi on ne réalise pas 100%? C'est parce qu'il y a des aléas. Il y a des prévisions que nous n'atteignons pas en raison de certains aléas. Ça peut être des aléas socio-économiques, ça peut être des facteurs exogènes, ça peut être la guerre, ça peut être la pandémie. Ensuite, vous avez la reddition des comptes. La reddition des comptes, reddition pour dire rendre, c'est finalement venir répondre du budget ou de la prétention initialement présentée. Ça veut dire que j'ai fait dans un budget une loi, ce qu'on appelle la loi de finances, dans laquelle je présente au Parlement ma prétention de faire 10 milliards. L'année d'après, le Parlement m'invite pour la loi de la reddition des comptes pour que je vienne expliquer si j'ai réellement réalisé les 10 milliards. Si je ne les ai pas réalisés, je dois expliquer pourquoi. Et donc, il y a aussi, si vous voulez, c'est la comptabilité des recettes et des dépenses, ce qui était finalement connecté et comment ça a été dépensé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les lois rectificatives. Cela veut dire qu'il peut y avoir des prétentions sous-évaluées. Dans la mesure où, dans un secteur donné, vous dites que vous allez gagner 2 milliards, mais il y a un fait positif qui fait que vous gagnez 4 milliards. Ça veut dire que vous avez une plus-value de 2 milliards, que vous allez affecter à un autre projet qui n'était pas prévu. Et pour le faire, il faut revenir au Parlement pour solliciter une loi rectificative qui vous permet de rectifier vos prétentions initiales. Donc, pour faire le bon suivi, il faut on doit dématérialiser la chaîne de dépenses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous continuons à fonctionner avec les notes de perception. Et les notes de perception qui sont faites manuellement et qui occasionnent beaucoup de transactions liquides parce que les gens vont payer au guichet de la DGRA, de la DGRK. Mais ceux qui fixent ces notes de taxation, eux aussi, ils ont ce qu'ils appellent des amendes transactionnelles qui permettent aux gens de manipuler beaucoup de cash, ce qui fait fuir de l'argent dans le trésor public. J'ai personnellement assisté à cela aussi. En tant que manager d'une compagnie aérienne, on est venu porceler les bureaux. Les agents commis à la DGRA qui étaient venus porceler ont donné des montants forfaitaires pour nous faire peur.
Nous avons négocié, ils sont venus nous dire, écoutez, sur la note de perception, on va mettre le montant X, mais vous allez nous payer Y. Et le Y, c'était le double du montant qu'on mettait sur la note de perception. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un PV de conciliation pour dire qu'on est en ordre. Vous leur donnez de l'argent liquide et vous allez payer une partie à la banque. Donc, déjà, pour qu'il y ait une traçabilité à ce niveau-là, il faut qu'on dématérialise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit arriver à un niveau où personne ne se trimballe avec du liquide pour aller payer les taxes de l'État. Lorsque vous avez une note de débit, une note de crédit à payer ou une facture, DGI, IPR, DGRA, DGRK, on doit vous l'envoyer par voie électronique et vous devez être en mesure de la payer directement par voie électronique. Voilà en quelques mots la réponse à vos questions. Alors pour la deuxième question, je trouve qu'elle est, pour gagner le temps, elle ne cadre pas vraiment avec le sujet. Donc je vais peut-être vous demander de la garder pour des prochaines émissions. Mais là, j'ai quand même voulu vous éclairer pour que vous ayez une idée claire du problème que nous avons. Mes salutations à vous, messieurs l'honorable. Merci. Alors, je suis monsieur Christ Kavunga, licencié en sciences sociales, administratives et politiques dans les relations internationales. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'amertume que je vais devoir aborder cette thématique de l'impact de la bonne gouvernance en RDC. Lorsque nous disons déjà que nous parlons de l'impact de la bonne gouvernance, ça sous-entend qu'il y a déjà une bonne gouvernance et que nous devons en décortiquer ou en détecter les conséquences ou l'impact. Alors, je me demanderai ou je me poserai la question de savoir, est-ce qu'il y a-t-il cette bonne gouvernance? Point d'interrogation. Quant à moi, je dirais que la stabilité de la bonne gouvernance est plutôt un peu tangente. Nous sommes sur une balance qui est soit en déséquilibre ou en équilibre, en fait. Alors, avec beaucoup du respect que je vous dois, je vous remettrai la question parce que nous émettrons des avis un peu distants parce que nous ne sommes pas au sein des institutions et que vous y êtes. Alors, j'aimerais d'abord vous écouter, savoir vos avis et après, nous émettrons encore des avis un peu plus avancés. Merci. Bon, vous savez, dans ce genre de discussion, il n'y a pas de notion de respect qui tienne ou de fait d'être dans les institutions ou pas. Je dis que ce sont des discussions ouvertes. Le sujet, c'est vous qui l'avez choisi. Je ne sais pas si c'était une question pour savoir si la bonne gouvernance est là et quel serait son impact, ou la question serait s'il y avait bonne gouvernance, quel serait l'impact? Donc, étant donné que c'est vous qui avez déterminé le sujet, je ne sais pas comment vous l'orienter. Mais une chose est certaine, la bonne gouvernance est un chemin. Ce n'est pas quelque chose d'accompli. Ce n'est pas quelque chose de réalisé. C'est quelque chose qu'on performe. C'est quelque chose qu'on améliore au jour le jour. Et cela part de l'évolution des lois, des mécanismes, des outils de gestion, des politiques publiques au niveau des administrations qui sont appelées à évoluer en fonction du contexte, en fonction des besoins, en fonction de l'ère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je donne un exemple de la machine à voter à l'époque, si pour élire un candidat, on avait besoin de 20 feuilles et que chacun devait ouvrir ce qui est mauvais pour l'environnement, donc ça veut dire qu'on doit imprimer autant de bulletins de vote. Si à l'époque, c'était la bonne méthode pour organiser les élections, peut-être que 5 ans après, on a constaté que ça faisait dépenser beaucoup d'argent, ça tuait l'environnement et ça faisait passer beaucoup de temps. On va dire que non, on peut améliorer la situation, donc on modernise. Et donc, le fait de moderniser, c'est ça le chemin de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, chaque fois, apporter des réponses appropriées en termes de rigueur, en termes d'efficacité, en termes de faire performance dans la gestion de la chose publique. Alors, nous sommes sur ce chemin-là. Nous sommes très, très loin du compte, ça c'est certain. Parce que si nous étions, ne serait-ce qu'à 50 à 60%, il n'y aurait pas tous ces cas de détournement, il n'y aurait pas ce cas de retard de paiement des fonctionnaires, il n'y aurait pas, parce que notre pays a un gros potentiel. Mais c'est un retard que nous avons accumulé sur 20-30 ans. Et il faut beaucoup d'intelligence pour le rattraper. Et arriver à un niveau où aujourd'hui, l'administré se sent non seulement participer à la gestion de son pays, mais il se sent bénéficiaire de la richesse distribuée de manière inclusive, parce qu'il a un travail, parce qu'il a des soins de santé de qualité, parce que ses enfants étudient dans des bonnes conditions, et ainsi de suite. Donc, aussi longtemps que nous n'atteignons pas ce niveau, nous ne pourrions pas, même en rigolant, dire que nous avons atteint la bonne gouvernance. Et même quand nous l'atteindrons, il faudra chercher chaque fois mieux et chaque fois plus.
Je réponds au nom de Fabrice Sabois, licencié en relations internationales et spécialiste en politique internationale. Puisque nous sommes en train de parler sur l'impact de la bonne gouvernance, nous savons bien tous que la bonne gouvernance est la base de la lutte contre la pauvreté et la corruption. Mais avant d'y accéder dans la vif de la question que nous sommes en train de flageller pour pouvoir mieux décortiquer, il y a une question que nous devons nous poser à l'unanimité. Et la dite question est celle de savoir par où commencer quand on doit gérer un pays cumulant une kyrielle de problèmes qu'est la RDC. Mon credo est simple. Pas de politique politicienne, mais un engagement de tous les instants pour l'intérêt général. Et un pilotage sans faille des politiques publiques. Je venais tout à l'heure d'entendre l'honorable de nous parler des timings. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette thématique, mais le temps nous faut défaut. Eu égard de ce qui précède, je vais en profiter de l'occasion aussi de poser la question à l'honorable. Honorable, vous êtes déjà député en fonction. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, peut-on parler de la bonne gouvernance? Merci. Je vais répondre assez rapidement. Je venais de le dire, il faut que je le redise. La bonne gouvernance n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un chemin. C'est un chemin et il faut y aspirer. C'est une ambition. Notre pays a beaucoup de difficultés de par le fait qu'à tous les niveaux du pouvoir, les gens se comportent de manière incivique. Et donc, lorsque vous prenez le chef du quartier, vous prenez le bourgmestre, vous prenez le maire, vous prenez le simple policier, tous ceux qui ont une partie du pouvoir, une portion du pouvoir, c'est-à-dire le monopole de la violence publique, en ce qui concerne les policiers, il y a beaucoup d'incivisme. Après, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver dans le sens où il ne faut pas appeler la bonne gouvernance comme un vœu. Comme si Toké Tobandio Sambe la bateau va changer. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a deux choses qui doivent prévaloir. La première, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire la discipline personnelle que les personnes qui sont détenteurs de la puissance publique s'imposent. Et pour rencontrer ces détenteurs qui s'imposent, vous devez faire des bons choix aux élections. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas certaines choses déjà par fierté, par éducation. Mais lorsque nous sommes dans une société où il suffit qu'on vous cire les chaussures, qu'on vous appelle président, que dans une chanson de 5 minutes, vous entendez 50 noms de personnes, et lorsque vous suivez le parcours de ces personnes, elles ont gagné leur vie par la chance, on est quand même dans une société où les gens grandissent avec des paradigmes de facilité, où la notion du mérite n'est pas une notion absolue. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de mériter, il ne suffit pas de se sacrifier, de travailler, d'étudier et tout ça pour réussir. Des fois même, ça ne sert à rien. Donc les gens grandissent avec cette idée-là que je suis censé l'Europamba, et ça détermine en quelque sorte le comportement qu'il faut contraindre. Il faut le contraindre, par l'exemplarité, mais aussi par la sanction. Parce qu'il ne suffit pas de se plaindre d'une chose. Prenons le comportement incivique des chauffeurs, que ce soit ceux des motocyclistes, Baoui, Wawana, ou les chauffeurs de 207. La personne qui est censée les sanctionner, l'autorité publique la plus proche d'elle, ce sont les roulages. Mais le roulage, en sortant de sa maison, quand il voit un taxibus, il voit sa combi de riz, il voit sa combi de madès. Lui, il ne voit pas le taxibus, en fait. Ce que ce monsieur-là fait, ce n'est pas ce que lui, il voit. Lui, il voit le pain qu'il doit acheter à sa femme, la bière qu'il prendra le soir avec sa copine. Et donc, lorsque le taxibus ou le chauffeur vient et qu'il fait une mauvaise manœuvre, lui, à la limite, si on lui donne ses 2000 francs, il s'en fout. Et donc, le problème, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsque vous allez aux élections, parce que les élections et la loi électorale, si vous voulez, ça détermine l'avenir de la nation. Lorsque vous allez aux élections aujourd'hui, vous allez constater pendant une campagne électorale que vous et moi qui pouvons sembler être lucides, pendant une élection électorale, lorsqu'il faut pour voter, il suffit qu'on vous donne un polo, vous votez.
Et vous votez ces personnes-là de la société qui aussi deviennent finalement vos législateurs, deviennent finalement le lendemain vos ministres, mais des personnes qui ont évolué dans un environnement, ils se sont dit que c'est la chance, et la chance leur a souri. Parce qu'il vous a azoué qui kopnaye, apesio sakaloso, apesio mafuta, apesio liputa, tout ça tu les lis, à côté parlement, péchance c'est bêti, à côté gouvernement, et vous demandez à un monsieur comme ça de vous faire une politique publique dans l'intérêt de la population. Mais non. Donc nous sommes un peu tous co-responsables de la situation qui nous arrive. On ne va pas s'indexer les uns les autres, mais c'est un travail de fond. Et malheureusement, dans ce pays, vous tous ici, dans vos familles, si quelqu'un vient épouser votre sœur ou quelqu'un qui a épousé votre sœur, Tuni à Salarani, il vous dit qu'il est philosophe, pour beau un abino. Bon, parce que ce sont des professions ou des disciplines qui ne sont pas suivies. Pourtant, c'est le socle même de la réflexion de comment on peut réorienter notre société. Ce peut être le bien sociologue Bouyamba était. Donc, voilà un peu notre société. Il y a beaucoup à faire. Je ne vais pas m'éterniser sur la question. Mais retenez que la bonne gouvernance est un chemin. La bonne gouvernance est une ambition. Et que tout part de la base. Si vous vous disciplinez vous-même, si vous acceptez de suivre une campagne électorale sans riz, sans Madessou, sans Pagne, sans Kolelanzala, et vous écoutez les gens, vous faites déjà la sélection de ceux qui peuvent et ne peuvent pas, vous êtes en train de choisir vos futurs ministres, vos futurs DG. Et si vous ne le faites pas à la base, après, il ne faut pas vous plaindre parce que c'est révélateur. Voilà. Bonjour, honorable. Bonjour chers co-débatteurs. Beaucoup ont posé des questions. Moi, je vais présenter mon commentaire sur la bonne gouvernance en RDC. Moi, je trouve que, comme vous l'avez dit, la bonne gouvernance est un chemin. Nous allons lentement, mais sûrement vers la bonne gouvernance. Et la chose qu'il faut savoir, la bonne gouvernance se repose sur 5 piliers. Et jusque-là, le pilier où je vois que la RDC est quand même en train d'aller vers avec le régime en place, c'est la capacité de répondre aux besoins de la population. Je m'explique. J'ai des connaissances au niveau de la Régie des eaux. Ils avaient fait des descentes sur le terrain pour demander à la population d'où je vis, c'était quoi leur plus grand souci avec de l'eau. C'était que de l'eau était sale, est-ce que de l'eau ne sort pas. Ils avaient dit de l'eau ne jaillit pas fréquemment. Le problème a été écouté. Le chef de l'État a inauguré l'Embaïmbu et aujourd'hui, la population a de l'eau. Je donne encore un autre exemple. On se plaignait des routes. Il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait pas passer par la route de l'Okapi, mais aujourd'hui, je suis venu par la route de l'Okapi et la route est arrangée. Donc moi, je me dis, c'est quelque chose aussi qu'on doit quand même regarder parce que tout le monde va dire, bah non, la bonne gouvernance, comme l'honorable a dit, c'est pas quelque chose qui va se passer à un clin de doigts. Il faut quand même que c'est un truc qui se travaille. Et j'avais aussi une question pour l'honorable. Pendant que vous étiez en train de parler, vous avez parlé de l'esprit fainéant du Congolais. Et vous pensez comment remédier cet esprit fainéant que le Congolais a de penser qu'est chance et lokopamba? Comment rendre le Congolais fainéant travailleur? Merci. Bon, d'abord, si il y a des actions à faire à plusieurs niveaux. Je fais partie des députés qui ont eu la chance de se faire élire sur base des prestations qui ne sont pas sociales. Ça veut dire que lors de ma campagne électorale, j'ai pris le temps de parler avec les gens et de convaincre les gens. Ce travail, je l'avais fait en amont pendant que j'étais porte-parole du MLC. Donc, j'avais déjà construit une petite notoriété. Et lorsque je suis venu en campagne électorale, comme je fais souvent la campagne porte à porte, donc j'ai fait beaucoup de quartiers et je parle avec les gens. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Après, je ne sais pas si je me représente, si les gens vont encore m'écouter ou si on va tous entrer dans la danse de Nalia Kité, Limbo, on a été, Bozora 21 000 et tout ça. Je ne sais pas si ce sera ça ou si les gens prendront la peine de nous écouter. Mais il y a un travail de fond. Généralement, quand je parle des philosophes et des sociologues, c'est parce que moi, au 3e cycle, j'ai fait un DEA transdisciplinaire sur les enjeux de l'Afrique subsaharienne. Je l'ai fait à l'Université libre de Bruxelles. Et ça m'avait plu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un DEA dans lequel vous avez c'est un DEA finalement philosophie.
Mais on vous demande de choisir des cours. Donc, vous prenez la macroéconomie, vous prenez ce que vous aimez comme cours, ce qui concerne les finances. Mais la thématique, c'est comment régler les problèmes de l'Afrique subsaharienne. Vous savez, le mental des enfants, lorsqu'il est mal conditionné, cet enfant-là reproduira les mêmes instincts en grandissant. Ce que nous on appelle généralement la quinoiserie. Et il y a plusieurs choses à faire. La première des choses, ici, on doit arrêter avec la nuisance sonore. Il faut qu'il y ait une forte censure au niveau de la culture. Ça veut dire qu'il faut essayer d'éviter de continuer à promouvoir, à mettre en valeur le profil des personnes dont la notoriété ne dépend pas des efforts qu'ils ont fournis, dont la notoriété ne dépend pas des services qu'ils rendent à la société, mais dont la notoriété dépend essentiellement du fait que Bazaba grand coopérant va kabelaba musicien là. Pourquoi? Parce que lorsque moi je grandissais, je vais pas citer des noms, ça peut frustrer, mais bon, j'entendais Tumbama Sikini, grand prêtre, Hugues Louvelela et tout ça. Et puis je suis allé en Europe. J'étais quelque part, on me dit, regarde Hugues Louvelela, regarde Tumbama Sikini. Alors je me suis dit, ah bon? Donc, vous savez combien de gens ont rêvé d'aller en Europe et des enfants qui ont décroché, qui ont décroché, qui sont devenus des commerçants et tout ça parce qu'ils se disaient, simplement à cause de ces modèles-là, simplement parce qu'à un moment donné, notre diaspora a vendu l'image que tout allait bien là-bas, on a eu même des émissions ici de la diaspora où tout le monde, il y a des gens qui ont arrêté Maramignon parce qu'ils doivent, vous allez encore voir aujourd'hui des personnes qui travaillent avec l'idée de réunir 3, 4, 5 000 sur Azul Visa à Kiminayaki. Et lorsque vous voyez les Gabonais, lorsque vous voyez les Angolais, ils n'envient pas l'Europe. Parce qu'ils ont compris. Donc d'abord, comme je le dis, c'est un problème qu'il faut traiter à la base, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation de base. Comment sont formés nos enfants? Comment sont formés nos élèves? Comment sont formés nos étudiants? Sommes-nous formés pour reproduire et être fidèlement capables de reproduire ce que nos enseignants nous disent, ou nous sommes formés pour créer? Parce qu'aujourd'hui, au 20, on a école primaire, on a Charlemagne, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est nos réalités. Pourquoi nous en sommes là, Royaume Congo, Royaume Rwanda, pour qu'on comprenne un peu les problèmes que nous avons. Et que nous sachions, par exemple, dans ce que nous avons dans notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne nous enseigne pas ça. On nous dit une phrase magique, un pays potentiellement riche. Au Kolinango, au Koufi, au Tikipé potentiel, au Koufi, tu n'en bénéficies pas. Donc, en un seul mot, je peux vous dire que c'est un travail philosophique. C'est-à-dire que nous devons changer l'orientation de notre société. Lorsque vous êtes à Kinshasa, lorsque vous allez à Lubumbashi, vous allez constater que les gens vivent différemment. Lorsque vous allez à Goma, vous remarquerez que les gens sont totalement différents. Mais malheureusement, ceux qui gèrent ce pays, généralement, en majorité, et ceux qui donnent le go, ce sont les Kinois. Et donc aujourd'hui, Lubumbashi, petit à petit, commence à devenir comme Kinshasa, Banganda, Bamakelele et tout ça. Lorsque vous allez à Goma, ça devient pareil. Vous allez à Mbandaka. Donc, on a envoyé nos ondes négatives un peu partout et on risque d'avoir tout un pays où les gens réfléchissent de la même manière. Et d'ailleurs, nous sommes catalogués par tous nos voisins. Les bémoués, donc on dit la bière, les femmes et l'argent. Donc, je veux dire qu'on ne nous prend pas au sérieux parce que nous n'avons pas été rigoureux dans le modèle de société que nous voulons imprimer. Et ça, c'est la responsabilité de l'autorité publique, la responsabilité des gouvernants, du Parlement, de voir comment est-ce qu'à la base déjà, on change le paradigme de notre vécu quotidien dans tous les secteurs. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Bonjour à tout le monde. Moi, je réponds au nom de Alfandai Mwenze. Je suis également un fruit de Lupin, licencié en relations internationales. Et je suis aussi enseignant de cours de latin et de français. Je voudrais un peu, comme le sujet est trop intéressant, de pouvoir aussi essayer de m'y plonger dedans pour pouvoir essayer d'enlever quelques malentendus ou soit à certaines choses qui n'ont pas été dites concernant ces sujets. Alors, comme le sujet a été porté sur l'impact de la bonne gouvernance, je suis quand même émerveillé d'entendre mon confrère de Bataire de l'autre côté.
il a su épingler deux principes de la bonne gouvernance. Parce que il faudrait que nous puissions nous faire un peu des idées, de ne pas survoler et rester un peu superficiel sans pour autant se plonger dedans. Vous savez, le concept de la bonne gouvernance, moi je dirais tout simplement qu'il ne faudrait pas parler de la bonne gouvernance sans pour autant aussi révéler son antonyme qui n'est autre chose que la mauvaise gouvernance. Parce que nous avions eu tout récemment là à absorber, à accepter et à entendre certains discours de politiciens qui n'ont fait que de ces principes-là ou de cette politique comme un slogan, et surtout en particulier en République démocratique du Congo. Mais moi, je voudrais ajouter ne serait-ce quelques principes de cette bonne gouvernance-là. Quand on parle de la bonne gouvernance, il y a aussi le principe de transparence. Il n'y a pas que la lutte contre la pauvreté ou soit la lutte contre la corruption. Quand on parle de la bonne gouvernance, il faut aussi retenir qu'il y a l'équité. Il faut qu'il y ait encore l'adaptabilité. Et au-delà de tout, il faudrait aussi comprendre que quand on parle de la bonne gouvernance, c'est-à-dire tout simplement que l'État, parce que l'État en relation internationale est un acteur majeur, et il faudrait qu'il y ait une politique responsable censée à pouvoir non seulement à concocter quelques richesses ou quelques ressources, parce que nous en avons suffisamment, on les vante presque tous les jours, un pays potentiellement riche, j'emprunte encore vos mots, et ces ressources, si nous ne sommes pas en mesure de les transformer, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train aussi de poursuivre cette bonne gouvernance. Lorsque nous restons statu quo et nous nous cramponnons sur de théories et puis sans pour autant le mettre en exergue, cela peut aussi essayer de pouvoir aller à l'encontre de ce qu'on appelle bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance est aussi le seul fait par les trichements d'alliés des Nations Unies, qui est une politique de développement. Parce que quand on parle de bonne gouvernance, on parle de développement. Tout pays, tout État responsable doit toujours aspirer et penser à ce qu'on appelle les développements. Et ces développements-là ne doivent pas être un développement restreint, mais un développement global. Un développement dans tout le secteur de la vie étatique. Alors, moi, personnellement, je serais sidéré si j'entends qu'il y a mes co-débatteurs qui veulent de fois aussi, surtout de mon côté ici, qui a essayé de vanter. Oui, on peut bon vanter, mais ces concepts-là de bonne gouvernance, pour moi, je dis, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose que nous sommes en train de poursuivre, c'est une politique à suivre, mais il n'y a pas de la volonté. Nos politiciens, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de pouvoir poursuivre ces processus-là. Alors, pour terminer, bon, pas pour marquer un point final, mais pour essayer de chuter dans ce que je suis en train de dire, dans mon argumentaire, je vais devoir vous poser deux petites questions. Concernant la bonne gouvernance, honorable, je ne sais pas, mais je pose la première question, parce que j'estime que j'aurai de réponses satisfaisantes. Quelles sont donc les conséquences lorsqu'il n'y a pas la promotion et la transparence et de la responsabilité en ce qui concerne la bonne gouvernance? Sur la première question. La deuxième, c'est quelles sont les priorités qui peuvent contribuer au renforcement des institutions en République démocratique du Congo, pour que nous puissions parler de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Bonne gouvernance égale le renforcement des institutions. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? Vous, en tant que député national, et vous êtes bien assis, peut-être pourrez-vous nous éclairer là-dessus et essayer de nous donner le quelques... Bon, moi, je suis bien assis, et vous aussi, j'espère. Hein? Ah, j'ai pas de... Non, je réponds parce qu'il a posé deux questions. Il faut que je réponde directement. J'ai suivi votre exposé qui est pertinent, et je retiens que vous insistez sur la transparence. Et après, vous insistez, vous posez la question du renforcement des institutions. Je vais aller sur le terrain de la transparence. Vous savez, dans ce pays, nous avons perdu la culture de la lecture. Aujourd'hui, vous avez le droit de questionner une administration publique. Les moyens parlementaires que nous utilisons, ce sont des moyens
on va dire légaux, mais la Constitution vous donne des prérogatives de pouvoir questionner les administrations publiques. Donc vous avez la latitude, via des pétitions, via des questions, de vous adresser à votre administration publique pour avoir des réponses. Ça peut être au DG de la SNEL, au DG de la Régie des eaux. Vous avez le droit en tant que Congolais d'écrire et il a l'obligation de vous répondre. Ce n'est que parmi les indicateurs de la transparence, on n'en est qu'un. Mais c'est vrai que nous, en termes de reddition des comptes, nous demandons toujours plus de transparence. Et d'ailleurs, l'IGF nous aide un peu pour voir, parce que au niveau des passations des marchés, il y a souvent des contraintes lorsque vous devez suivre la règle normale qui demande à ce qu'il y ait priorité des Congolais, que les dossiers soient déposés, analysés, envoyés à la DGCMP pour avoir un avis de non-objection. C'est une très longue procédure. Et il y a des fois, à cause de la chaîne des dépenses, des retards dans les paiements qui font qu'à la fin, lorsqu'un événement a une date qui est non négociable, les gens passent sur des marchés de gré à gré, même pour des sommes allant à plus de 50 000, parce que la loi dit qu'après 50 000, on doit. Donc, au niveau de la transparence, je dois reconnaître avec vous qu'il y a des efforts qui doivent être fournis. Mais cette transparence aussi, nous devons l'imposer. Aujourd'hui, le moyen le plus facile, c'est de l'imposer au travers de vos élus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une question qui est posée dans une entreprise publique, l'article 138 de la Constitution nous donne les prérogatives de contrôler tous les services publics, c'est-à-dire les services qui prestent pour le compte de la communauté. Lorsque vous avez des élus dans vos quartiers, moi qui reçois des gens ici tous les samedis, j'ai rarement vu, en 4 ans de mandat, quelqu'un venir me poser un problème qui relève de mes prérogatives. C'est-à-dire, écoutez, honorable, nous avons tel problème dans telle structure, on aimerait bien savoir si on ne peut pas légiférer sur telle matière ou savoir si tel acteur public, en posant tel acte, il est dans le bon et ainsi de suite. Généralement, lorsque nous recevons des gens, mon assistant est là, nous recevons, maman est malade, ma femme est malade, ma femme a accouché, mes enfants n'ont pas étudié, honorable, je n'ai pas mangé hier, et ainsi de suite. Donc, en réalité, si vous voulez qu'il y ait dans la transparence dans ce pays, vous devez vous l'imposer vous-même et vous devez passer par vos élus lorsqu'il y a des questionnements sur des questions sur les institutions publiques, que vos élus fassent le travail à votre place. Et d'ailleurs, même s'ils ne le font pas, vous-même en tant que citoyen, au travers des médias, au travers des moyens reconnus dans notre Constitution, vous pouvez questionner une administration pour avoir des informations. Malheureusement, les gens ne le font pas. Mais c'est un moyen qui est légal que vous pouvez utiliser. Et en termes de transparence, tous les acteurs publics, transparence sur ce qu'ils gagnent, les salaires, sur ce qu'ils ont avant d'entrer en fonction, sur leur patrimoine à la sortie de la fonction, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, peut-être même les députés, c'est la règle d'équité. Parce que, pour la petite anecdote, je vous explique quelque chose très très rapidement. Je vivais à l'étranger et j'avais une voisine, Yamundele Yakoko. Et à l'époque, j'avais des gens à Kinshasa qui me demandaient de leur acheter des véhicules. Alors, pour nous résoudre le problème, on a payé les cars. On a joué car, on a acheté plaque, on a tamboli, parce que si on a joué un garage, on a tindi qui n'a pas démarré, bien carré koufa, vous avez des problèmes. Donc, ce qui fait que, après 2 mois, on a car, ou après 2 mois, ils ont mis tout le ce que tamboli bien, on a tiki d'apport. Ce qu'on a mundele. Abi mutu mwindo yo aika mikolo ici a changé 3 quarts. On a venu ka jomusu na soir bon na mundi bambi la baye. La pourquoi? Monsieur, est-ce qu'on peut entrer? Oui, entrer. Ba koti to vandi. Na tuni bon, qu'est-ce que j'ai fait? Babi na ngai bon monsieur, en tout cas, vous allez nous expliquer. On nous a appelé un signalement. Ba lobi ke yo changera ba car pamba pamba. Alors il faut expliquer biso ba revenu na yo et ça la raqueur au changer ba mituka. Ba moninga na bandio seka. La continuation, on a même si on va papier à port, tout ça. Ali Boutale, on a mis tout calanga, il bâti dans la somba, tout ça. Est-ce que bon, il va la café, lui, il va faire ça café, mais il va vendre sec. Donc, dans certaines sociétés, contrairement à nous qui sommes en osmose avec ceux qui nous pillent, la notion de l'équité est appréhendée au plus bas niveau de l'échelle. Alors qu'ici, suis la commis ministre Lelo, à l'exception de mon épouse, peut-être ils viendront me proposer des parcelles à acheter. Dans un coup de député, à combien de ma pamba? Non seulement Kabelanga Missous Babinang, oh honorable, la ma campagne. Mais combien de fois on vient me proposer des terrains 100 000? En tant que député, nous avons bon ensemble terrain 100 000. Ça veut dire que nous-mêmes, nous entrons en osmose avec ceux qui nous torturent. Parce que, Nabambongo Yazoko Yiba,
Azokunde la biso bibembe. Il nous aide. Il est toute la famille. Vous défendez un voleur parce qu'il distribue des miettes. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc, nous sommes en droit d'exiger la transparence, même dans les quartiers. Le but que nous trouvons dans Salakana, DGDA. Au Tali Barema DGDA, Azora 1800. Au moins, il y a un 3 étages. Au fin, il y a d'ailleurs, tu as un boulot chez Yéazoyo, un boulot dans Osala. Alors que lui, quand il construit cette maison-là à 3 étages, alors qu'elle aura $1,800, ça veut dire que quelque part, quelqu'un devait payer la douane chère, va coopérer dans Moutouana, a foutu moins cher, bon, on a dit que l'on a à 3 étages. Mais toi, tu vas aller travailler chez lui. Donc, nous sommes dans une société où, si vous voulez la transparence, il ne faut pas l'exiger qu'à un certain niveau, il y a dirigeants, tout ça, non. Nous devons être transparents avec nous-mêmes. N'ayez pas que bon, dans tel secteur de travail, le barème est autant. Si on a Monika Gamutu, Azosa Marmoro suspect, délation, les contrôleurs de finances viennent, mais monsieur, regardez ce que l'État vous paye. Nous voyons qu'il y a un décalage entre ce que l'État vous paye et ce que vous avez. Nous aimerions savoir comment vous avez fait. Si tu ne justifies pas d'un prêt bancaire, au Komobetano, j'ai des affaires privées, mais il faut là que ça va faire parce que pour ce type d'affaires-là, tu payes des impôts, tu payes des taxes. Mais si tu ne justifies rien, est-ce que nous sommes encore, est-ce que nous sommes déjà à ce niveau-là? Est-ce qu'aujourd'hui, si votre ami, votre collègue, va nommer l'objet monia payé car est-ce que vous avez la capacité et au fond des probablement vous êtes jaloux? Nous sommes encore à ce niveau-là. Ça veut dire que si tu trouves que quelqu'un est juste au bandi jaloux, en fait, c'est ça la quinoiserie. Et alors qu'en réalité, dans une société qui est juste, tout doit être justifié. L'évolution d'une personne doit être justifiée. C'est comme cela que j'ai commencé mon propos en vous disant, chez nous, chancelier Kopamba, pourquoi? Parce que j'ai vu un ministre des hydrocarbures dans ce pays, un ministre Azarobeta Dame. Dame na quartier, grand damiste, bien mandef, ou achakoulé, ou na mandef. N'habitez pas le ministre na idun Kambawana. Azobeta Dame, il s'est dit, au comme ministre, ah, votre cabavansi, non, la pampa, la ministre, yo yaka, no, toka qui n'a pas, et puis on lui dit, eh ben, insister, dès qu'on dit Marakoma ministre, première interview, au moment la catastrophe. Mais vous allez voir que ce ministre-là, Azoratam sous $21,000, mais Mukolo Abimi, il a 10 parcelles. Il a 5 villas. Bibino Bovana, Binonia. D'abord, il va passer la moignon. Il pas deuxième femme, les ala. Mais il va vivre à regarder, pe bien naïe, Tinasu. Donc, sur cette question, il y a beaucoup à redire. Nous avons une attitude commune que nous devons avoir. Et d'ailleurs, pour renforcer nos institutions, et je termine par la deuxième, très rapidement, c'est nous qui choisissons les institutions. C'est nous qui choisissons les animateurs des institutions. Campagne Rosana Mingita, Oazwa téléphone nayo. Comment les gens réagissent pendant la campagne, ils votent qui? Fanfare. Fanfare, la fanfare. Ou Akitibou. Et les gens suivent. Ils dansent. Papa, papa. C'est ça. Vous votez quelqu'un dans Papa en dansant. Et vous attendez que paye Kende Liboso. C'est pas possible. Et dans d'autres pays africains, ça l'a raté. J'ai vu au Ghana, Moutoumou a basaka loso, bazu, basaka, on a bambi ango, et bah, qui funda pour bien valider. On a besoin de politiques publiques. On a besoin de gens qui vont défendre l'intérêt commun. On a besoin de la corruption avant que tu commis que député ou bandit déjà. Donc c'est un peu cela, mon point de vue. Hein, vous pouvez le partager ou pas, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, merci beaucoup. Tu brûlais là, aux hommes, dans le je ne veux pas trop parler. J'ai plutôt de questions, mais j'aimerais recadrer mon ami qui parle du régime en place, que, il y a la volonté, ils sont en chemin vers la bonne gouvernance. J'aimerais que tu apprennes les explications plutôt de l'ami pour bien comprendre c'est quoi la bonne gouvernance, et tu comprendras que vous êtes toujours dans de copier-coller, hein. Vous tournez dans une routine quotidienne. Il y a que l'arrangement, on a arrangé, on a modifié, mais il n'y a pas la construction. Moi, j'aime plus la construction. Voilà, donc, lorsque vous voulez parler de la bonne gouvernance, il faut parler de la, je l'ai dit au début, lorsqu'on échangeait, il faut parler de la révolution de l'évolution. Lorsqu'on parle de la révolution de valeurs, aujourd'hui, il n'y a pas un modèle dans le chef de nos politiciens.
Donc, au BBC, dans le modèle. Non, j'ai essayé de globaliser. Il y a toujours l'exception. Au BBC. Non, non, vous êtes bon ça. Non, à l'exception de l'honorable Jacques. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà ce que je disais. Donc, il faut une révolution des valeurs. Vous avez un modèle, vous savez que demain ou le lendemain, nous allons aussi occuper des postes et voilà comment est-ce que nous allons diriger ces pays. L'ami a dit, la révolution ou bien la bonne gouvernance appelle les développements. Donc nous sommes très loin de ça. On ne peut pas aborder d'ailleurs cette question de développement. Par contre, je poserai la question à l'honorable. Est-ce qu'il y a une différence entre la rétrocommission et les concepts qu'a utilisé mon ami ici, Chancelo Kopamba, avant que je puisse entrer dans le vif sujet parce que j'ai encore un argumentaire détail à émettre. Bon, je ne vois pas le lien entre la rétrocommission et ce que le collègue... La rétrocommission, après, ça dépend d'une législation à une autre. C'est le terme rétro qui pose problème. Il y a ce que moi j'appelle des prestations d'intermédiation. Ça veut dire qu'il y a des prestataires qui, dans une relation d'affaires, facilitent les affaires. Et c'est un travail. Moi, par exemple, j'ai une société d'intermédiation. Ça veut dire que je peux facilement mettre en relation, si l'opportunité y est, un demandeur de service et un prestataire de service. Et moi, je représente le prestataire et j'ai mes commissions parce que c'est mon travail. Donc, c'est de l'intermédiation. Maintenant, ici, c'est le sens péjoratif de rétrocommission. Ça veut dire que moi, je te donne un marché, yo kateningalar. Ce n'est pas quelque chose à encourager, ce n'est pas quelque chose de légal. Mais il faut savoir que dans un régime généralisé, par exemple ici, pour votre information, l'IGF, de tout ce qu'elle récupère, elle est autorisée légalement à retenir 40% des recettes qu'elle réalise. Ça veut dire que moni boye suki benanga na la sous député te fona luka Jules na kota na ngai na comme inspecteur de finances. Ça veut dire que celui toké au kangamuto a détourné 2 millions. Ça veut dire na 2 millions là IGF a robenda 40%. Ça veut dire 800 000. 1 million 200 et continue à caisse à l'État, 800 000 et qui n'a pas prime. Et au moins il va tomber IGF comme le bakar ba miner les baotong un peu partout. Bazo aider la République mais photo bundato quitte sa pourcentage on est comme à 10%. C'est pour encourager l'administration à faire son travail. Sinon, voilà, on pourrait imaginer que, bon, au lieu d'aller se faire corrompre, on doit devoir 2 millions, il faut qu'on la caisse à l'État, l'hôpital là. On appelle Sabino 500 000, 1 million 500 comme ça, les Kanango Bongo. Donc, ils préfèrent que ce soit légal. Comme ça, au moins, on est sûr que l'argent va entrer dans les caisses de l'État et que eux aussi, à leur tour, en recevant les 800 000, ils devront justifier n'a pas contrôle, Moussou, comment est-ce qu'ils ont utilisé les 800 000 pour leurs frais de fonctionnement parce qu'ils ont aussi beaucoup de missions. Et l'État lui-même, sur le budget, au moment que l'État lui-même ne respecte pas les allocations prévues pour le ministère du Budget. Donc, la rétrocommission, ça dépend de la législation, ça dépend des cas. Dans certains cas, ils en ont légalité parce que comme une coopération. Donc, aux ça, la favoritisme, mon topé clientélisme, parce qu'il y a au cas tel dollar. Mais dans certains cas, que ce soit Batois Dégérade et Batois Dégérka, à chaque fois qu'ils arrivent à collecter l'argent d'un contribuable, même à la régie des eaux, figurez-vous, c'est un système qui est un peu généralisé. À chaque fois que vous arrivez à un gros client qui devait et que vous arrivez à faire payer ce client, on vous rétribue un pourcentage pour vous encourager. Donc, tout dépend des situations. Ok, merci. J'ai une question. Après, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Ça, on a remarqué. Ah ouais. Bon, pas de problème. Honorable, je suis content de la question, malgré que je ne suis pas satisfait à 100%. Ça, c'est d'ailleurs évident. Mais ici, je mairais qu'on fasse un constat par rapport à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, on sait. Ça fait tant d'années que cette institution existe en République démocratique du Congo. Mais pourquoi il y a un problème? Pourquoi les investisseurs étrangers ne viennent pas investir dans notre pays? D'accord. Vous voulez d'abord réagir, après je réponds? Non, toi, tu ne parles pas beaucoup aujourd'hui. Bon, chers collègues, je reste sur mon avis. Certes, tu as essayé de me recadrer, je reste sur mon avis. Je veux emprunter les mots de l'honorable en disant quoi? La bonne gouvernance, c'est quelque chose qui ne va pas seulement
qu'on va pas juste blâmer les autorités pour. Il a dit, ça revient aussi à nous, la population, d'aider à ce qu'on arrive à la bonne gouvernance. C'est un long chemin, je ne vais pas le nier. J'aimerais te poser une question, j'aimerais te demander, est-ce que aujourd'hui tu peux dire que toi qui dis que non, la bonne gouvernance n'existe pas réellement, nous sommes très loin, est-ce que tu as déjà essayé, toi personnellement, de toucher parmi les 5 piliers de la bonne gouvernance? L'honorable l'a dit, il a demandé à ce que si tu vois peut-être l'immeuble, disons, prenons l'exemple de ton collègue juste à côté, prenons l'exemple, il construit une villa et vous êtes proche, est-ce que tu auras le courage d'aller dire que non, vas-y, mon ami, lui, il a dit c'est un couturier, certes, il gagne de l'argent, mais je ne comprends pas comment il va construire une villa. En fait, moi, je ne veux pas qu'on puisse réfléchir comme les amis des cités, tout ça. Ici, c'est un cadre par excellence dont on réfléchit pour l'État, ok? Donc, si je t'ai dit que nous sommes loin de parler de la bonne gouvernance, c'est en guise de cause. Le schéma, il faut avoir une base. Il n'y a pas une base. Lorsque vous partez à l'Assemblée nationale, il y a un débat de bidon dont les députés s'en prennent entre eux, les débats qui ne tiennent pas debout. Excusez, je suis en train d'avancer. Vous avez un chef de l'État qui aurait incarné la bonne gouvernance, qui parle de la rétrocommission. J'ai du mal à comprendre de quoi tu veux nous parler ici, des schémas de la bonne gouvernance. Donc, je suis pas dans cette logique. Si tu gardes ta position, t'as mieux, mais il faut comprendre que, d'ailleurs, il n'y a pas une définition internationalement reconnue de la bonne gouvernance. Et si on doit rester dans la logique de mon ami là, il faut se dire que nous sommes loin de parler de la bonne gouvernance. Honorable, je reviens à la NAPI. Oui, je vais répondre. Je fais mon commentaire sur cela. Si vous m'avez suivi, j'ai dit et je répète que la bonne gouvernance est un chemin. Et que dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, les politiques publiques évoluent au jour le jour. C'est la première puissance mondiale. Mais vous allez remarquer que les lois de 60, comme les lois de 80, celles de 2000, de 2022, 2023, ne sont pas les mêmes. Parce que les politiques publiques changent. Aujourd'hui, par exemple, il est établi que à l'horizon 2035, en Europe, il n'y aura plus de véhicules à combustion. Ça veut dire qu'ils n'auront que de véhicules électriques. Gouverner, c'est prévoir, c'est une politique publique, et donc, c'est un chemin. Par contre, la même Europe, il n'y a pas très longtemps, avait des véhicules diesel, des véhicules essence, d'accord, la plupart qui sont envoyés en Afrique lorsqu'ils sont déjà usagés, mais elle vous dit qu'à l'horizon 2035, son ambition, c'est de ne plus avoir des véhicules à énergie fossile. Donc, c'est pour vous dire que la bonne gouvernance, c'est un chemin. Et puis après, vous pouvez ne pas être d'accord. Lui n'a donné que 2 exemples. Moi, j'en donnerai peut-être plus. Et je vous ai dit, le jour que vous voudrez qu'on parle du bilan du président Tshisekedi ou qu'on parle du bilan de l'Union sacrée de la gouvernance actuelle, on pourra faire une émission, effectivement, où on pourra débattre de ces choses-là. J'aurai mes tableaux et vous aurez vos explications. Il n'y a pas de problème pour cela. Maintenant, je reviens sur la NAPI. La NAPI, excusez-moi, elle se chevauche avec la cellule des investissements à la présidence, la cellule du climat des affaires à la présidence. J'ai moi-même été à la NAPI, j'ai discuté avec Anthony Kinzo, j'ai vu le travail qu'ils font. Je ne peux pas négliger le travail de la NAPI, mais je veux simplement dire que aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, en toute urgence, ce sont, comme vous l'avez dit, les investisseurs, mais les investisseurs étrangers posent des conditions. Un investisseur a besoin d'un cadre sécurisé. Ça veut dire un pays dans lequel il est sûr d'assurer ses prestations en toute quiétude. Lorsqu'un investisseur veut venir en Afrique, dans un pays où guerre et arraches, chaque jour on tue des gens et ainsi de suite, s'il a un projet à long terme, il ne vient pas venir. Il faut déjà savoir que les investisseurs qui viennent, ce sont des multinationales. Ça veut dire qu'elles sont installées dans plusieurs pays. Et que la décision d'aller investir dans un pays n'est pas une décision prise par un individu. Vous avez une assemblée générale constituée d'actionnaires qui ont la cartographie mondiale des pays à risque. Parce que vous savez, il y a des indicateurs, il y a des indices où on vous dit que tel pays est dans la zone verte, tel pays est dans... Alors, lorsqu'il veut prendre la décision, le conseil d'administration et l'assemblée générale vérifient.
tu veux aller mettre notre argent où? Vous leur dites, je veux aller mettre notre argent au Congo, eh ben, ils refusent. Ils vous disent qu'on ne va pas aller dans ce pays-là parce que ce pays-là n'offre pas encore des garanties nécessaires en termes de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, constatant qu'en dehors des secteurs des mines, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement humain, ça demande de la machinerie pour faire de l'extraction et un peu d'ingénierie. Je dis cela parce qu'il n'y a pas de transformation qui est faite, il n'y a pas beaucoup d'intelligence qui est mise derrière pour créer de la valeur ajoutée, donc on ne produit pas il n'y a pas de produit fini ici, hein, c'est vraiment des lingots, on exporte en brut. En dehors du secteur de mines et des secteurs de la télécommunication qui sont des secteurs viables parce que les gens doivent communiquer, vous verrez que les autres secteurs ne sont pas développés, c'est-à-dire que les étrangers ne viennent pas. Prenons le cas de la SNEL. Je vous donne un exemple. Le marché de l'électricité, on a démis le DG de la SNEL il y a 2 jours. Vous avez appris, je suppose, au Parlement. Aujourd'hui, nous avons un pays qui offre de gros potentiels hydroélectriques parce que nous avons la possibilité avec des gros barrages, à l'instar de Inga, le barrage de Chopo, Kakobo, et ainsi de suite. Et on a libéralisé le secteur. La question, et je vais aborder la troisième raison, la question est, mais pourquoi ils ne viennent pas? Alors un jour, je suis allé à la SNEL, j'ai commencé à discuter avec le trésorier. Je lui dis, mais comment ça se fait que les investisseurs ne viennent pas? Pourquoi il n'y a que la SNEL qui est là? Ils nous disent non. En réalité, les investisseurs ne veulent pas investir dans la production de l'électricité. Ils ne veulent investir que dans la distribution de l'électricité. Ça veut dire l'électricité produite par la SNEL, vous voyez les compteurs prépayés, des choses comme ça, ils préfèrent distribuer. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que les coûts d'investissement de la production électrique sont tellement élevés que vous voyez les factures qu'on a d'électricité, c'est des factures de 20 000 francs, tout ça. Nulle part au monde, vous allez trouver des factures de 20 000 francs pour le courant. Et donc, le troisième problème que je soulève, c'est le problème du pouvoir d'achat. La capacité à rencontrer les prétentions financières des investisseurs. On va imaginer, hein, bon, on a cadre vraiment pour les sécuriser et tout ça. Mais aux prestations, ils ont coûté, par exemple, $50. Investissement, ils ont 50 millions. Pour que, à côté d'un investissement, il faut qu'il ait devant lui au moins 1 million de personnes qui peuvent acheter et l'eau qu'on a tout service, tout produit à $50. Et quand il va arriver dans un pays où les gens gagnent moins d'$1 par jour, maintenant il combien à peu près $2, il va se poser la question de savoir, avec mon investissement, je le récupère en combien d'années? Donc, après avoir répondu à cette question-là de sécurité, mais aussi du cadre fiscal, qui n'est pas encore très très bien assaini, climat des affaires, la taxe des amoiming et tout ça, le problème de la rentabilité de son projet, en termes du pouvoir d'achat des consommateurs ou des prospects qui vont consommer, quand ils répondent à ces 3 questions, 90% des investisseurs ne veulent pas venir chez nous. Maintenant, la question est de savoir nous faisons quoi. C'est en ce moment-là que je remets en cause les prestations de l'ANAPI par rapport aux prestations du FPI. Je l'ai dit dans une émission, nos banques locales sont toutes étrangères et elles ne financent pas notre économie. Et lorsqu'elles le font, c'est sur base des garanties hypothécaires et à des taux qui sont prohibitifs. Lorsque vous impactez une production d'un taux de 13-14% d'intérêt, cela veut dire que ce qui sera produit sera assez cher. Et c'est ce qui se passe chez nous. Le FPI prête à 6%, mais il a encore ce problème-là de garantie. Il faut quand même garantir 150%. Donc aujourd'hui, en alternative au fait que les investisseurs ne viennent pas, nous devons réaliser 2 choses. Essayer de mobiliser l'épargne des Congolais pour que cette épargne finance notre propre économie. Et pour mobiliser cette épargne, nous devons créer une banque de développement, partenariat public-privé, où les Congolais souscrivent des parts, l'État met ses parts, les Congolais souscrivent leurs parts. Tous nos fonctionnaires sont payés dans cette banque-là. Parce que quand on est payé à la Ecobank et tout ça, et ce sont des frais, ce sont des agios que l'État perd. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que nous avons des millionnaires congolais. Il y en a plusieurs. Mais ce sont des millionnaires en maison et en compte bancaire et en voiture. Nous devons essayer d'encourager les Congolais qui ont des moyens à se mettre ensemble et à créer des sociétés localement. On doit trouver des voies et moyens d'encourager l'entrepreneuriat local en forme de SA, des sociétés anonymes à capital 5, 10, 15, 20 millions, qui appartiennent exclusivement aux Congolais. C'est-à-dire que l'État, lorsqu'il voit 5 ou 10 Congolais qui sont prêts à mettre 20 millions pour faire une société, l'État doit les subventionner, l'État doit les encourager. Ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, ce qui se passe au Ghana, c'est que leur économie est tenue par eux-mêmes.
Mais nous ne tenons pas notre économie. Ici, vous avez l'EDIA. Mais l'EDIA, c'est plutôt un entrepreneur qui a la quête des marchés. Il va prendre des marchés dans l'armée et tout ça. Mais il n'a pas une structure comme ça où il y a 1000 personnes qui travaillent et qui ont des fiches de paye. Non. Quand vous n'avez pas l'EDIA, qui vous avez une entreprise congolaise, un Congolais entrepreneur? Il n'y en a pas. Et puis l'EDIA, c'est un individu. Lorsque vous prenez ses statuts, vous allez peut-être retrouver dans sa société qu'il a son frère, sa sœur ou sa fille comme associé. Mais vous trouvez très rarement des Congolais qui s'associent pour créer de la richesse localement. Lorsqu'ils ont des moyens, il achète sa villa ou bien il laisse son argent sur son compte bancaire ou il va mettre son argent sur un compte bancaire étranger. Mais personne ne riche que pour son propre pays. Alors, ce binomo bozo bang et lambour en abino, comment voulez-vous qu'un investisseur étranger vienne? Il suffit au Vandaga na balabala, no Vandika na boulevard. Au bandit au tanga ba voiture et son mamara awa. Vous regardez les plaques. Une Prado vous coûte en moyenne 80 000, 100 000. Regardez les Prado nouveaux modèles que nous avons dans ce pays. Regardez les Land Cruiser. Vous avez par exemple des ministres qui ont des charrois automobiles ou des individus. Au moins, un charroi automobile, il y a 5 cars, 6 cars. C'est un millionnaire. Mais combien de sociétés, il y a des millionnaires congolais sont créés dans ce pays? Il n'y en a pas. Donc, on incrimine, on pleure, on prie parce que les investisseurs ne viennent pas chez nous. Mais nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'investir dans notre propre pays. Nous ne voulons même pas entendre parler de cela. On veut incriminer les politiques. Mais je vous dis que dans ce pays, dans cette ville, il y a des Congolais qui sont capables de créer une banque de 100 millions de dollars. Il y en a. Il y a des Congolais qui sont capables de se mettre à 3, 4, 5, Kangi Sipena 100 millions, Bassalipe Société. Mais vous allez voir que ce sont les Chinois qui viendront. Ce sont les Indiens qui viendront. C'est nous-mêmes qui sommes à l'abandon. Nous avons abandonné notre pays. Et donc, dans cet esprit-là, je ne vois pas comment les étrangers... non, c'est difficile. À part les Indiens qui viennent travailler pour eux-mêmes, et regardez comment ils traitent les Congolais. Regardez comment les Chinois traitent les Congolais. Donc, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je suis Lina Ketia, étudiante à l'IFASIC. Je vais essayer de parler à la colique. En partant de l'impact de bonne gouvernance, comme Madame l'a dit tantôt, je vais d'abord donner la version des faits et ensuite, par après, je poserai une question. La bonne gouvernance du point de vue des droits de l'homme, il fait avant tout référence aux processus par lesquels les institutions publiques conduisent les affaires publiques et ensuite ils gèrent les ressources publiques et par la suite, je m'aurais ajouté, ils garantissent la réalisation des droits de l'homme. Et je vais essayer de rejoindre mon confrère qui a parlé du développement. Certes, le développement d'un pays est fourni, trouve son fondement à partir de la bonne gouvernance. Alors, messieurs l'honorable, il serait mieux de mettre un questionnement sur ce qui concerne la bonne gouvernance. J'aimerais dire que quel serait l'impact? Quel impact apporterait au gouvernement? Est-ce que le pays a-t-il vraiment besoin de cette bonne gouvernance? Voilà un peu de mots. D'accord. Oui, nous en avons besoin. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde et reconnu comme potentiellement le plus riche d'Afrique. Il faut que nous soyons sur le chemin de la bonne gouvernance pour offrir aux Congolais un meilleur vivre. Je vois beaucoup de jeunes ici qui ont de la matière, qui ont des diplômes, mais qui aujourd'hui, les uns battent à unité, les autres, commissionnaire à Bandakou. Il faut faire 5 ans d'université pour étudier et puis à la fin, vous vous retrouvez sans travail. Ce pays a l'obligation de donner un travail décent à tous les Congolais. Il en a les capacités. Et ce n'est que sur le chemin de la bonne gouvernance que ces choses-là peuvent se produire. Donc, j'estime qu'effectivement, la bonne gouvernance doit s'imposer par l'exemplarité, par la sanction, par l'érection des politiques publiques adaptées aux objectifs prédéfinis que sont la lutte contre la pauvreté, le développement de l'IDH, donc l'indice du développement humain. Il faut veiller à cela, parce qu'aujourd'hui, parler du développement, les gens ont tendance à ne parler que du développement industriel, mais il y a aussi le développement humain. Comment est-ce que les gens progressent? Aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi un camarade qui dit il est professeur de latin. Je me pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi on peut prendre des heures à apprendre le latin, qu'est-ce qu'on va en faire? Je veux dire,
il faudrait demander aux Belges d'apprendre le Chiluba ou aux Italiens d'apprendre le Lingala. Ce sont vraiment des choses que nous devons repenser. Il faudrait permettre à un Mukongo, il faudrait permettre à un Muyombe d'apprendre la chimie en Kiyombe. Il faudrait permettre à un Muluba d'apprendre les maths en Chiluba et voilà. Je veux dire qu'il ne faudrait pas que la langue, qui a été longtemps une barrière à notre développement, empêche à ce que nous ayons des ingénieurs civils en Bandaka ou en Bongadnaga. Il faut que nous ayons des ingénieurs civils en Lingala. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, par l'ingénierie civile, il peut développer des choses en étant sur place, sans se déplacer. La pauvreté fortement ressentie dans cette mégalopole est liée à l'exode rural, parce qu'il n'y a que Kinshasa, Lubumbashi, peut-être un peu Goma, peut-être un peu Kisangani, qui offrent des conditions, entre guillemets, modernes pour que les gens vivent. Donc, je parle de dessertes en eau et en électricité, des voiries. Mais nous étouffons. Nous étouffons parce que la ville devient de plus en plus petite. Et comme on fait 6 enfants en moyenne par famille, on est passé de 10 à 13 millions en moins de 3 ans. Donc, voilà un peu comment on peut épiloguer. Je crois que le sujet n'a pas l'air d'être fini et qu'il faudrait éventuellement, la semaine prochaine, voir comment est-ce que nous continuons le sujet. Et pour ce qui concerne le bilan, on va peut-être la troisième, l'émission d'après, on pourra en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis voilà. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Je remets la parole à Madame Kandi. C'était l'impact de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un sujet qui n'a pas pu être totalement épuisé. Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer dessus. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressés à participer à cette émission, contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.